Alors avec l'aide d'Hachem, voilà, qu'on fasse secours pour la Géoula immédiate, Ezrat Hachem, pour déclencher le dévoilement de Mashiach, le dévoilement de Dieu sur terre. Alors, aujourd'hui, on va aborder toute l'idée, quel comportement adopter quand le mari et la femme sont nida. Ok. Donc, la femme, elle devient nida une fois qu'elle voit ses règles arriver, d'accord. Après, chez Chabad, chez Ashkenaz, chez Sepharad, il y a des petites divergences. Est-ce que la tâche qu'elle a vue, est-ce qu'elle est déjà inscrite dans le calendrier pour démarrage de... Bon, ça, on verra après, les comptes, ok. Mais on va dire, voilà, grosso modo, une femme, elle démarre nida quand elle a ses règles, elle a son marzor, son cycle, et elle arrête d'être nida une fois qu'elle passe au mikvé. D'accord. Et je crois que c'est Rajbi qui nous dit ce n'est pas le mikvé qui vous purifie, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'explication logique à la tahara, à la pureté en général. Pourquoi un mikvé, un peu d'eau de pluie, un peu d'eau du robinet, ça rend pitom. La femme, elle passe d'un statut d'impureté spirituelle, hein, c'est pas physique, hein, c'est spirituel surtout, à un statut de hyper kadosh, hyper pur, faut pas que le couple traîne. Parce qu'il y a des anges qui puisent cette énergie, qui captent cette kedusha qu'elle a. Donc voilà, en fait, donc on va faire un petit récapitulatif en gros. S'il y a des petits changements, vous le dites avec plaisir. Hein. Moi, je connais surtout Chabad, mais on accepte toutes les déotes, d'accord. Mais je pense que la base, elle va être la même pour tout le monde, d'accord. Alors, quand une femme elle devient nida, donc il y a 3 choses principales qui sont interdites. C'est 1, l'union intime, d'accord. Alors la précision, on va le dire, c'est que une femme et un homme qui s'unissent alors que la femme est dans sa période de nida, et c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore passée au mikvé, c'est Khayav Karet, d'accord. Khayav Karet, juste on rappelle, c'est pas pour angoisser ni rien, c'est un fait. C'est retranchement du peuple juif. Ça veut dire quoi? Que en réalité, on dit, al-pi al-akha, on va dire, c'est que la neshama, elle est coupée de sa source spirituelle. D'accord, elle est débranchée de Dieu, comme si que la neshama elle est branchée au monde divin. Là, on l'a fait un nitouk, on a coupé la corde. Mais, comme mon mari me dit, chez Echrié, que le rabbi explique que karet, c'est otiot keter. C'est les mêmes lettres que le mot keter. Keter, c'est la couronne. Ça veut dire quoi? C'est l'inconscient. Ça veut dire, en fait, celui qui a fait, parce qu'il ignore finalement, un juif, il ne va pas faire une avéra si grande s'il a conscience des conséquences véritables sur sa neshama. On est d'accord, ça n'existe pas. Donc, s'il a fait cette chose-là, c'est qu'il il a basculé dans le keter. Keter, c'est quoi? C'est l'inconscient. D'accord? Donc, il a basculé dans les forces, ce qu'on appelle inconscientes de l'âme. Et le rabbi explique, il appuie qu'un juif, il n'est jamais perdu et qu'il peut toujours revenir et qu'il peut toujours faire tchouva. D'accord? C'est juste que parfois, la tchouva, on dit qu'elle est plus difficile. On va l'empêcher, Kailou. Mais le rabbi dit, il n'y a pas un juif qu'on laissera tomber. On ira chercher. Ils ont été chercher, comment il dit? Ils ont été chercher le moindre juif par haine. Nous irons chercher chaque juif par amour. On va pas en laisser un de côté. Donc voilà, Baruch Hashem, on peut toujours revenir chez Akadosh Baruch Hu, chez notre Père qui est dans le ciel. Deuxième interdit, donc, principal, c'est se toucher. D'accord? Le contact tout simplement physique. Troisième chose, on va voir un peu tout ce qui est interdit autour de ça. D'accord? Parce que finalement, ça reste assez simpliste. L'union intime interdite, se toucher interdit. Mais après, il y a toutes les choses de la vie quotidienne, j'ai envie de dire, techniques, qui vont par-dessus. D'accord? Donc tout ce qu'on va dire là, c'est valable que ce soit pendant la période de saignement ou pendant la période de Sheva Nekim, les 7 jours de propreté. C'est vraiment jusqu'à ce que la femme, elle revient du mikvé et qu'elle dise à son mari « Théora Ani », ou « Je suis pure » en français, alors ça reste ces dynimes-là. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est aussi que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ces halachot, pas pour nous piéger, pas pour nous éloigner, pas pour... au contraire, c'est qu'il nous a donné un privilège de mettre en place ces halachot-là. Pourquoi? Parce que déjà, il y a, la Chassidoute a dit, il y a 2 sortes d'amour. Il y a l'amour chez Talou Bedavar, d'accord? L'amour qui dépend de quelque chose. Je l'aime parce que cette personne m'apporte ça, etc. Bon, là, en l'occurrence, le mari et la femme, d'accord? Et il y a une seconde sorte d'amour qui est plus élevée quelque part. Hein. C'est Ahava Ena Tlouya Bedavar. C'est un amour inconditionnel.
voilà, comme un enfant avec ses parents, ou plutôt un parent vers son enfant. C'est un amour qui ne dépend pas de quelque chose, d'accord? Et dans le couple, quelque part, quand Hachem il nous propose cette merveilleuse recette pour faire un foyer, un couple fort, eh bien, il nous fait rentrer dans ce qu'on appelle un amour inconditionnel, d'accord? C'est-à-dire qu'on passe d'une période où finalement il y a des besoins physionomiques, ça physiologiques, voilà, merci, physiques, physiologiques qui sont mis en avant. Mais quand on est dans la période interdite, on va dire Nida, alors Akadosh Baruch Hu nous propose de mettre en avant les besoins de la Neshama, tout simplement. Les besoins de la Neshama, que ce soit du mari ou de la femme. Bon, chez la femme, c'est plus ressenti, on va dire, elle est plus à fleur de peau, hein, elle est nerf toutes les 3 secondes. Mais c'est des besoins que Dieu il a pris en compte, en fait. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sait exactement comment on va réussir à trouver cet équilibre grâce à ces lois qui sont hyper bien faites en fait. Et ce n'est que pour notre bien, que pour notre renforcer l'amour qu'il y a entre le mari et sa femme, pour fonder un couple sur des bases fortes. Voilà. De savoir que voilà, je sais pas moi, le mari touche pas sa femme pendant une grande période, il aime quand même, il reste fidèle quand même, et inversement. Ok? Ça prouve bien que l'amour qu'on a envers l'autre, il dépasse complètement les conditions physiques et ce que l'autre apporte, etc. On est d'accord sur ça. Donc voilà. Alors, donc le mari, évidemment, il n'a pas le droit de toucher sa femme. La femme, elle n'a pas le droit de toucher son mari. Donc ni les vêtements. Ça, c'est surtout pour le mari. Il n'a pas le droit de toucher ses vêtements. Si c'est du linge propre et que genre il fait le linge, ça arrive au Hachem des hommes qui font le linge. Il peut faire ça. Merci de le rappeler, ça veut dire que vraiment on doit comprendre une chose. Toutes ces halakhot là qu'on va voir, c'est surtout pour préserver le mari. Ok? Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, au Hachem, ils sont constitués de manière complètement différente, voire opposée. Ça tient du miracle. Et en réalité, l'homme, il est hyper... déjà, il est dans la chorma. La chorma, c'est la reïa. C'est lié à la vision. Donc c'est pour ça qu'on va parler aussi des halakhot pendant Nida. Pourquoi la femme, elle doit se comporter de tsniout aussi. C'est-à-dire, imaginez que... On va le voir, mais par exemple, si... là, il va nous dire... Bon, le mari, il est lié à la vision et c'est très sensible. Ça veut dire que vraiment, il ne faut pas tirer sur la corde. C'est pour ça que, quelque part, on le préserve. Dans tout ça, la plupart du temps, c'est pour le préserver à lui et pas forcément à la femme parce que la femme, on va dire qu'elle a beaucoup de crainte de Dieu en elle. D'accord? Qui est ancrée en elle, naturellement. Après, bon, le Yetzirah, il attaque tout le monde, hein, au Hachem. Plus on est élevé, plus il nous attaque. Mais voilà, c'est surtout aussi pour le préserver. Il nous dit, l'Admorazaken, il ne soufflera pas la poussière sur ses vêtements. C'est-à-dire, ça va loin, l'histoire. Ouais. Il ne sentira pas son parfum. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginez le mari, il aime un parfum en particulier chez la femme. Des fois, ça arrive qu'une femme, elle a 2-3 parfums. Elle sait que ce parfum, il adore, sur elle. Alors, elle va le prendre en pitié. Pendant la semaine où elle est Nida, elle va pas mettre ce parfum. Elle va mettre les autres. Ok, elle va le prendre en pitié, vraiment. D'accord? Si elle aime son mari. Bien sûr, on n'a pas dit. Alors, on n'a pas dit qu'elle s'enlaidisse, qu'elle. La halakha nous dit qu'elle se part un peu moins que d'habitude. Elle va un peu moins se maquiller, elle va un peu moins se pouponner. Parce que normalement, en principe, elle le fait pour son mari. Hein. Principalement, on va dire. Moi, jamais. Ou peut-être pour elle-même. Mais on va dire, imagine qu'il adore, voilà, comme on a dit, ce parfum, ou il adore ce rouge à lèvres. Ou il adore quand elle met les fossiles, par exemple. Tu vois, donc elle va avoir pitié de son mari et elle va se calmer un peu la période de Nida et se dire ça, je réserve quand on pourra tout se permettre. Alors il y a là, Bekef, au contraire. Comme on a dit au début, vous vous rappelez le premier cours, tout ce que je n'ai pas le droit de faire en étant Nida, ça me donne une indication d'Afka, vas-y, fonce. Bon, ça fait bizarre parce que d'un coup tu rentres, les barrières sont tombées. Attends, tu peux me passer. Tu vois, mais en réalité, Dieu il nous dit, ça y est, tu peux. Quand moi je dis, il y a là. Voilà. Par exemple, il ne doit pas regarder les parties qui sont normalement couvertes chez sa femme. Ça veut dire quoi? Normalement, une femme d'Israël, elle doit être tsniout, ce qu'on appelle. Imaginez, la femme maintenant, elle n'est pas tsniout, le pauvre. Alors,
Ça veut dire que quand elle est nida, sa femme, qui n'est pas forcément tignout tout le temps, il n'a pas le droit, par exemple, de regarder son décolleté, le mari. Il n'a pas le droit de regarder ses coudes, ses bras, je sais pas moi. C'est quelque chose qui devrait être couvert si elle était tignout, il n'a pas le droit de regarder, d'accord? Après, il y a une précision. Même les endroits qu'on a le droit de regarder, par exemple, là, on va dire les l'avant-bras, tout le monde peut le voir. Le cou, tout le monde peut regarder. Je sais pas moi, les demi-mollets, même s'il y a des collants, tout le monde a le droit de regarder. Et ben même ça, l'Admorazaken dit, il faut pas qu'il insiste, il faut pas qu'il se fixe du regard. Ok. Mari et femme s'abstiendront de toute attitude et de toute conversation susceptible de faire naître en eux le désir d'avoir des rapports. Donc ça, c'est évident. Évidemment que la période de Nida, quelque part, c'est un moment où le mari et la femme, ils peuvent se retrouver, ils peuvent parler librement, dans le sens où il n'y a pas le côté après on se fait la tête, il va me faire la tête, on va plus se toucher, machin. D'un côté, on peut vraiment libérer la parole, on a envie de dire régler des comptes, ouais. Mais non, c'est vrai, ça veut dire c'est le moment ou jamais quelque part, parce que de toute façon comme ça ou comme ça, on a 10 jours pour se réconcilier, ça va. Après chaque couple, il a son système, tu vois, ça c'est sûr. Chaque couple, il a son intimité quelque part et son fonctionnement personnel. Mais voilà. Donc on va dire, donc la période de Nida, on va dire, c'est une période où on peut beaucoup échanger, beaucoup parler. Et d'ailleurs, conseiller, c'est quoi? C'est que dans la chambre du mari et de la femme, il y ait 2 lits, ou bien l'idéal c'est 2 grands lits, j'ai envie de dire. Hein. Comme ça, on ne sait jamais où ils dorment. Et puis le matin, il n'y a pas de question, les enfants ils captent pas, tout va bien. Et sinon, c'est un grand lit et un petit lit à côté. Et pourquoi c'est important qu'ils dorment dans la même chambre? Parce que c'est des moments privilégiés quand il n'y a pas le téléphone dans la chambre. C'est-à-dire, non, je suis sérieuse, s'il y a une règle qui est instaurée et ô combien il faudrait, c'est de ne pas rentrer le téléphone dans la chambre. La chambre à coucher, c'est Kodesh Kodashim, même en période de Nida, surtout en période de Nida, puisque c'est l'occasion de papoter. Vous vous rappelez les moments, les ambiances dans les séminaires, dans les Shabbats pleins, où on parlait jusqu'à 2-3 heures du matin? Et ben en fait, la période de Nida, quelque part, c'est fait pour ça aussi. Ça veut dire que vraiment, c'est un moment où on peut discuter chofchi, quoi, libre. La parole est libérée. On peut échanger des idées, on peut dire, ah non, moi, je peux échanger des opinions. Chacun selon le mari ou la femme qu'il a en face, évidemment. Voilà. Et en aucun cas, évidemment, il faut éveiller des dialogues au point d'éveiller le désir d'union intime. On ne va pas dire des mots d'amour. Ok, on est là pour se préserver l'un l'autre. Et moi, je répète tout le temps, il faut comprendre que Isha Teret Baala, on dit quoi dans la Chassidoute? Que la femme, elle est la couronne du mari. Elle est plus élevée que le mari, puisque c'est sa couronne. Elle est au-dessus de sa tête. Oui, c'est ce qu'on verra à la Géoula. Mais aussi et avant tout, c'est la gardienne de son mari. C'est la gardienne du peuple juif, à échelle plus large. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la femme, c'est la gardienne de son mari. C'est elle qui fait en sorte que son couple ne flanche pas. C'est elle la barre de fer. D'ailleurs, on a parlé de ça, cette paracha, Dvar Malchut, le rabbi, il parle. Il dit, Bila, Rachel, Barzel, Bila, Rachel, Zilpa, Véléa, Barzel. Et il explique pourquoi dans le Beth Amikdash, le 3e, on aura le droit à rentrer du barzel, du fer, du métal dur, alors que les deux premiers, on a interdit ce métal-là. Il y avait l'argent, il y avait le cuivre, il n'y avait pas le barzel. Pourquoi? Parce que c'était un instrument de guerre. C'est fait pour tuer. On faisait des épées avec ça, des chars, des machins. Mais par contre, barzel, comment on fait itapra? On a transformé l'obscurité en lumière. C'est quand on tient fort, comme on dit une expression en français, barre de fer. Oui. Et ben là, c'est pareil, c'est la même idée. Le rabbi dit quand un juif, il a du tokef, c'est-à-dire quoi? Il s'affirme dans sa gdoucha, il lâche pas l'affaire, il va pas faire d'avera, il va faire que des mitzvot, il va tenir bon même quand son Essara, il embête, etc. Eh bien, c'est comme ça qu'on a construit le 3e Beth Amikdash, avec le barzel. Et c'est grâce aux Imaot qui nous donnent ces forces-là, qui nous ont transmis ces forces-là, grâce au fait qu'ils ont fondé le Ham Israël, les 12 tribus. C'était la paracha. Voilà. Donc la femme, c'est la gardienne de son mari, c'est la gardienne de son couple. Et croyez-moi qu'une femme qui veut garder Taharat HaMishpacha, elle a plus de chances, on va dire, d'y arriver que si c'est le mari qui veut et que la femme qui veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le mari, il va beaucoup plus en général galérer à faire accepter sa femme et tenir bon, plutôt que... Bon, après, tout est évidemment à voir dans les détails, mais
on va dire que la femme, elle a quelque chose en elle que... La femme, c'est la gvoura. D'accord? La gvoura, c'est la rigueur. Donc, c'est dans la Gdoucha qu'elle doit l'embaucher, qu'elle doit la mettre en application et ô combien dans ces choses-là. Voilà. Ensuite, on ne peut pas se passer des objets de main à main. Peu importe ce que c'est. D'accord? Même un bébé. Un bébé, c'est pas un objet, c'est une échama, théora. Mais on peut pas se passer un bébé. Ça veut dire vraiment, il faut prendre à disposition, quoi. C'est-à-dire poser le bébé dans la poussette, sécuriser, et après que l'autre le prenne. D'accord? Après, évidemment, si c'est des cas d'extrême urgence, que c'est dangereux, que je sais pas moi, que bon voilà, ou que par exemple il faut lui donner un médicament, il faut bloquer l'enfant, machin, il faut être à deux. Bon, voilà, chaque cas, il est à prendre de par lui-même. Mais on va dire de manière générale, pardon, on ne peut pas passer des objets de main à main. Alors des fois c'est galère. Tu es obligé de poser les clés par terre de la maison. Tu es obligé de poser les clés de la voiture par terre. Oui, c'est galère. Tu poses le portable par terre. Ouais, alors bon, c'est comme ça, on est kadosh. C'est ça ce qui fait de nous, c'est cette folie-là. On dit, il y a la shtout des Gdoucha et shtout des Touma. C'est roi shtout. Le vent de folie, c'est ce qui nous fait faire des avérotes. Et le rabbi dit, bah nous, on va aller à fond dans le roi shtout des Gdoucha, c'est-à-dire la folie de la Gdoucha, de la sainteté. Et c'est ces petites choses-là, quelque part, qui font qu'on s'affirme en tant qu'enfant de roi. Voilà. Chez Sfaradim, ouais. Rav Yosef permet de faire passer le bébé. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est une différence, hein, d'accord. C'est une différence. Pour l'instant, c'est la seule. Il a le droit? Bien sûr. Je savais pas. Ah bah voilà. Ma sœur, ils sont Haradim, la poussette, ils la portent ensemble. Je crois, tant que le bébé, il est nourrisson. à l'âge d'1 an. Ouais, qui peut pas trop maximum. Qui peut pas, genre que c'est vraiment embêtant de le poser ou quoi. Mais c'est autorisé. Ah, c'est vrai. Bravo, Rav Yosef. D'accord, ok. Rav Mordechai, vous vérifiez, mais Rav Yosef, je suis. D'accord. Et est-ce que c'est une khumra pour eux de ne pas le passer? Je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Ouais. Je sais que c'est autorisé. Ouais. Est-ce que c'est encore mieux, genre pour eux? C'est encore mieux. Je pense que ouais. Je pense que oui. Ça peut être que mieux, quoi. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une question d'habitude et d'organisation, hein, en réalité. Hein. C'est tac tac. Tu vois, le cerveau, il a l'habitude après. Bien sûr. Ouais. Bien qu'on a besoin de réviser. Alors. Après, il y a un autre point. Des fois, on se dit, ok, si je lance l'objet, est-ce que j'ai le droit? Je lance les clés. Ouais. Eh ben non. Eh ben non, tu peux pas non plus. Pas possible. Sur la figure? Comme ça, genre. Non, tu peux rien. En fait, il faut pas qu'il y ait comment on dit, la force de... Comment tu dis? Quand il reste de l'énergie, voilà, force de projection de ta force à toi. Il faut pas qu'il reste quelque chose dans l'objet. C'est vrai que c'est vraiment shtout des Gdoucha, ouais, vraiment, ça va loin. Mais parce qu'on aime Hachem. Ouais, un flux d'énergie, voilà, exactement, ou une puissance gravité, ou je sais pas quoi. Voilà. Tant qu'il y a ça dans l'objet, on peut pas. C'est au Hachem, on va loin pour Dieu. Ensuite, un point important, donc ça, je pense que tout le monde le connaît, c'est qu'on mange pas dans la même assiette. D'accord? Ça, par contre, on peut le faire quand on n'est pas nida. Hein. Sans donner à cœur joie, pourquoi pas. Mais quand on est nida, alors vraiment de s'habituer à mettre, par exemple, même le Shabbat ou même en semaine, une kehara, ça veut dire un saladier, avec la nourriture dedans et chacun met dans son assiette. Ok? Même, par exemple, on va au restaurant, on commandait une pizza, on veut la partager, bah ok, on prend 2 petites assiettes à côté, les restaurants ils sont habitués, on prend, on met dans l'assiette directement. Ok? Par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger un paquet de bambas ensemble? Non, c'est pareil. C'est ou lui ou moi, ou on s'achète 2 paquets. 2 petits paquets, il n'y a pas d'histoire, comme pour les enfants. Chacun son paquet. Et sinon, ça veut dire qu'il faut que je transfère un petit peu dans un sachet, comme pour les enfants. Ouais, pour pas et si je prends que je pose devant... Alors, une femme, elle a le droit de servir son mari, quand elle est pas nida, évidemment, elle lui sert le plat à manger devant lui. Oui, l'assiette. Pour les Marocains. Non, je rigole. Mais quand c'est nida, je rigole, hein. Quand c'est nida, il faut qu'elle lui pose un tout petit peu à côté. C'est un petit peu décalé. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire un effort d'attraper l'assiette avec sa main et la tirer vers lui. D'accord? C'est mon paquet de bambas. Comme dans le verre de kidouche, par exemple. Tu vois, on dit, il faut faire un stop. Comme elle a dit, Michaela. Okay. Ça veut dire, en fait, il mange comme ça directement sa salade. Ok. Après, un enfant, il va se servir. Peut-être attends que quelqu'un il se serve, tu vois. Et après, tu peux prendre. Okay. C'est pareil pour, je vais vous dire, c'est pareil pour les restes. C'est vrai, le kidouche, pour les restes. On fait comment le kidouche, bah, c'est pareil. C'est-à-dire, le mari fait kidouche. Par contre, à la différence de quand c'est pas nida, il pose le verre de kidouche, la femme, elle le prend toute seule. C'est tout. C'est la seule différence.
Ok. Des fois, après, chez Sfarad, ou je sais pas, il y a des foyers, ils mettent, tu sais, ils ont la fontaine là, avec les petits verres. Ou, bon, chacun il a son truc, quoi. Ou il y en a d'autres, ils mettent dans des verres en plastique et chacun se sert. Mais bon, il y a un ignal aussi que le kidouche, il ne doit pas y avoir de hafsaka entre le mari et la femme. Ça, vous le savez. Attends, j'ai pas compris. Tu dis que là, il faut Pas qu'il boive d'afsaka, du c'est-à-dire que même le verre. mari, il boit le kidouche. Juste après, c'est la femme. Ouais, ouais. Personne d'autre au monde. C'est-à-dire que si tu as le rabbi à Melachamash Khatab, tu donnes à ta femme quoi qu'il arrive. Oui, C'est Du hyper même important. Oui, du même verre, mais à condition qu'il le pose. Faut qu'il Il le Incroyable pose. ce que tu Et là, dis. elle prend toute seule. Non, C'est nous, la on seule prend pas le chose. même verre. C'est la seule chose qu'elle a le droit de faire ouais, dans le même verre. Par contre, évidemment, tout ce qui est boisson, eau, ils prennent pas le même verre, à part si ça a été transvasé dans un autre verre, qu'un enfant il ait bu entre-temps, c'est leur enfant, ou, c'était quoi le troisième truc, ça s'est transféré, ou que quelqu'un ait bu dedans. C'est marrant non, que pour le kidouche, Hein, on a le ou droit et le quitter la reste, pièce, ouais, voilà, c'est le troisième truc. Hein. c'est marrant que pour le kidouche, qui est tellement spirituel, Oui. on a le droit et le reste, non. Ouais, bah, parce que justement, c'est tellement important, c'est tellement Ah, kadosh, c'est intéressant, ce qui douche. C'est-à-dire que c'est très important, c'est les De toute kadèches. façon, c'est la femme qui boit après le mari, donc ça pose pas de problème. Ouais. Enfin, en fait. Non, c'est-à-dire que Parce que c'est son verre. c'est son verre à l'homme. Mais en fait, il Et l'abandonne. en plus, c'est du vin, c'est de l'alcool. Et après, si le mari reboit dans le Mais verre. puisqu'on a. Enfin, moi, ça m'arrive de manger des plats qu'il a laissés. Des restes. Oui, Ouais. t'as le droit. Bah, Mais l'homme, il a c'est pas le droit de pareil, finir tes Il a restes. pas Oui, mais reboire après, il va revoir Oui, dedans, peut-être. mais il va pas donner reboire aux après. autres. Bah, peut-être peut-être qu'il va oui. reprendre Peut-être sa S'il oui. reste du vin. Ah bah non, il se sert avec la bouteille. Mais s'il reste C'est quoi beaucoup de du vin? kidouche, C'est quoi du vin? c'est kadosh. Il jette Donne pas. aux bah. enfants, tout le monde finit. Oui, en Ça général. Hein liquide. Ouais. Ouais, mais Boire c'est du vin. Plus qu'elle en a. Le petit roux. Pour le kidouche, Alors, alors regardez, maintenant il y a un point important, sûrement que vous avez déjà entendu parler. Pardon, c'est le équerre. Vous avez déjà entendu ce nom? Équerre, ça veut dire quoi? C'est un signe. Comment on dit un signe? Ça veut dire quoi? Si le mari et la femme ils mangent à la table ensemble et qu'ils sont nida, ils doivent mettre un truc bizarre au milieu de la table qui sert à rien pendant tout le temps du repas. Ça veut dire, ça peut être de plusieurs manières. Un, il nous dit placer entre eux un aliment qu'ils ne mangeront pas au cours du repas. Par exemple, l'exemple le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est on n'a pas fait moti, on n'a pas fait netchat, on risque pas de le faire, on n'a pas le temps de toute façon, on met un pain. Bon, ça peut être un siman équerre parce qu'on est sûr qu'on ne va pas faire netchat de toute façon. Ok. Ou par exemple, je sais pas moi, ils sont en train de... Bon, un truc fermé peut-être qu'on est sûr de ne pas manger. Bon, il faut chercher. En général. Voilà. Tu peux mettre un vase ou là. par Alors exemple, voilà, un café. exactement. Un truc qui sert à rien. Ça veut dire quoi? Placer entre eux un objet d'une certaine hauteur, comme une bouteille, à peu près quoi. Voilà. Ici, un vase, un petit vase, qui ne placerait pas là lorsque la femme, elle est pure. Par exemple, vous savez, vous achetez de la déco, ou il y a de la déco sur le buffet comme ça, des petits vases mignons. Et ben, juste quand le mari et la femme, ils mangent ensemble, tac, on le pose entre nous. C'est pas obligé qu'on se voit pas, hein, on peut le poser à côté. À l'écart qu'on le voit, Faut toujours garder le même, on peut changer. non, tu peux changer, mais ça veut dire que tu sais, toi et lui, que c'est votre équerre. Et Du s'il y a moment, deux du moment. personnes du moment. À table, Voilà. disons qu'il y a la grand-mère avec. Si à la grand-mère, est-ce qu'on doit mettre le équerre? Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question, il faudrait vérifier. Il me semble que oui. Il faut quand même le mettre. Il me semble que oui. Ouais. Si tu es avec des invités, Ouais. non? Oui, quand Il me même semble le équerre que- avec les invités? Il me semble que oui. Il dit après que le fait qu'il y ait plusieurs personnes à table, non, le fait de changer de place, c'est pas un équerre. Non. Et pas le fait qu'il y ait plusieurs personnes à table. S'il y a des invités, Tu mets les sets de table. ouais, voilà, tu changes le set de table, mais même quand il y a des invités, c'est une bonne question. Il faut, ouais, ça j'ai failli l'écrire avant de venir, mais j'ai pas eu le temps de demander. Voilà, une troisième option, c'est un set de table différent. Par exemple, il y a les petites décorations. Lui, je lui en mets un, moi j'en mets un, ou un d'entre nous, voilà. Un, il est sur une nappe, l'autre, il est sur la table directe. C'est-à-dire, dès qu'il y a une différence de dessous, quoi, il n'y a pas de problème. On a l'habitude de ne pas se contenter de changer de place à table. Ça ne suffit pas comme équerre. Le mari n'a pas le droit de boire des restes laissés par sa femme tant que, si entre eux, ah non, c'est-à-dire la condition pour qu'ils boivent les restes de sa femme, c'est quoi? Un, que quelqu'un y boive entre deux. Oui, ça c'est la première condition. Si la boisson elle a été transvasée, on a changé de verre. Ou, selon certains, si la femme elle est sortie de la pièce. Ça, c'est pour la boisson. C'est à peu préparé pour le repas, on va voir. Si le mari ignore que sa femme a bu dans ce verre, elle n'a pas besoin de l'en aviser. Ah, très bien. D'accord? C'est-à-dire, en fait, il a pris, et toi, tu as vu que c'était ton verre, et il a bu dedans, bah, pas grave, dis rien. Trop tard. Oui, c'est trop tard. Et autant ne rien dire, parce que sinon, ça va éveiller une proximité chez lui. Si elle a tout bu,
et qu'on ait ensuite rempli le verre, même sans que celui-ci n'ait été rincé. Ok? Ça veut dire que là, dans cette condition, il aurait le droit d'utiliser le même verre. Mais bon, rat permis. Voilà. Ce qui est interdit des boissons est valable en ce qui concerne aussi les aliments dans les cas identiques. Il est permis à l'épouse de manger ou de boire les restes laissés par son mari. D'accord? À la différence, elle peut terminer ses restes. Et je pense qu'elle peut les terminer devant lui. Hein. C'est une différence qu'il y a entre eux, entre le mari et la femme. Et aussi, dans le lit, on va voir aussi les différences. Celui qui a le droit de s'asseoir sur le lit de l'autre. Voilà, elle a le droit. Ensuite, la femme, elle n'a pas le droit de remplir le verre placé devant son mari. Si ce n'est de l'eau. Que de l'eau. Elle n'a pas le droit de lui servir des boissons, de l'alcool, du vin, toutes ces choses-là. Elle n'a pas le droit. Parce qu'encore une fois, ça crée une certaine intimité. Un thé, on ne peut pas lui préparer? Si, mais tu le poses à côté. Comme toujours pareil, l'assiette. Il n'y a que l'eau qu'on peut poser. Ouais, il n'y a que l'eau qu'on peut poser vraiment devant la personne. Mais devant le mari. Sinon, tu mets un petit peu de côté, comme l'assiette, et c'est bon. Il n'y a aucun problème. Quoi d'autre? Ah oui. Ou on met de côté l'assiette ou le verre, on donne avec la main gauche. C'est aussi une autre technique. D'accord? Voilà. Ensuite, de même, il est interdit au mari de remplir le verre ou l'assiette placée devant sa femme et de lui faire parvenir un verre, sauf un verre d'eau. Même le verre du vin du Berkat Amazon, à moins que quelqu'un d'autre n'ait bu dans l'intervalle. Voilà. Ça veut dire que quelque part, vous savez, il y a le Kos Bracha, on dit, quand il y a 3 hommes, vous savez, à table le Shabbat, ou même en semaine, qu'ils ont fait Motzi, il y a Kos Bracha, ça veut dire à la fin du repas, ils font Birkat et ils font une bracha supplémentaire sur, encore une fois, un verre de kidouche. Alors le mari, quand ils sont nida, il n'a pas le droit de dire « tenez, faites-lui passer ». Non, c'est à elle de prendre toute seule, ou de transvaser, ou comme pour le kidouche quelque part. On doit voir tout ça, les femmes? Hein? On doit voir tout ça? Ouais, pourquoi pas, c'est Kos Bracha. C'est vrai? Bah oui. On n'a jamais fait ça. C'est vrai? Quand il y avait 3 personnes à table, refaire Un Boré Père Geffen. un vrai père à Geffen. Et ouais. Je n'ai pas suivi là. Le Kos Bracha, c'est un verre de vin qui est rempli à la fin du repas. Oui. Et en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est la bracha. Ok. Comme il y a eu 3 hommes juifs à table qui ont fait Birkat ensemble, ils ont fait Zimoun. Oui. Donc c'est une bracha supplémentaire. C'est un autre kidouche, ouais, un petit kidouche quoi. Même Ouais. en semaine. Hein? Même en semaine. Il me semble, dès qu'ils font Birkat, qui sont 3, tu peux faire Zimoun, donc tu peux faire Kos Bracha. Mais rappelle-toi, quand tu as fait les Sheva Brachot par exemple, Nachon, il y a eu Kos Bracha forcément. Parce que normalement, ils sont combien d'hommes? 7, 10. Ils sont mignonnes. Je Nachon? n'arrive pas à me rappeler de ça. Tu te rappelles pas? C'est sûr que je sais que ça existe. C'est important. J'ai jamais Eh ouais. mais je sais qu'on l'a jamais fait. Bien sûr, tu peux prendre. Hein? Moi aussi, je sais Par pas. contre, après, tu n'as pas besoin de faire à la Geffen, Valper à Geffen, puisque tu n'as pas pris de révite. Ah, donc tu prends un tout petit peu. C'est que ça. celui qui a bu révite qui fait. Ouais. Oui, toi tu prends un petit Voilà. peu. Mais tu fais Boré Père Geffen et tu Après prends. chaque Birkat Amazon. Quand il y a Non, 3 c'est hommes, quand il y a 3 hommes et qu'ils ont fait Zimoun. Ah, ok. Ah, oui, Ensemble. Ouais. Tu connais ça, que l'autre il veut faire la sieste et que l'autre il veut Zimoun, il l'appelle. Ouais. Voilà. Donc pareil pour le verre de kidouche, il fait kidouche et il lui pose et la femme elle prend elle-même. D'accord? C'est la seule différence. Évidemment, le mari et la femme ils n'ont pas le droit de se mettre dans le même lit d'aucune manière que ce soit. D'accord? Il n'y a pas moyen de négocier. On ne peut pas être mari et femme sur le même sommier. D'accord? Des fois, moi j'ai des dames qui m'ont dit mais je mets des coussins. Comment ça s'appelle? Ouais, traversins. Traversins, je mets un matelas de plus sur le mien et comme ça on n'est pas à la même hauteur. Aucun rapport. Ça veut dire du tout, dès qu'il y a une proximité de... Enfin, voilà, ça doit être déconnecté, le kitsour, ça doit être vraiment déconnecté. Et même, l'espace entre les lits, ça doit être la taille d'un avant-bras. D'accord? Ça doit être du coude jusqu'à la main qui est ouverte. Pourquoi? Parce que si, dans la nuit, il y en a un qui déborde, quoi, et ben ça touche pas la voisine ou le voisin, d'accord? Ça touche pas l'autre, d'accord? Le mari ou la femme, en l'occurrence. Et quoi d'autre? Si on arrive à mettre une table de nuit entre les lits, c'est encore mieux. Et aussi, un point qui est important, il faut savoir que le fait de ne pas dormir dans le même lit, c'est hyper important parce que le corps du mari il se chauffe à proximité de sa femme. Ça, c'est important. Physiologiquement, le corps du mari travaille pendant que la femme elle est à côté. C'est-à-dire, même si elle est à l'extrémité, la pointe du nid, du matelas, dans un sac de couchage emballé, même, ça veut dire...
C'est pour ça que je vous dis que toutes ces halakhot là, c'est surtout pour préserver, évidemment, le couple en général de leur etc. en commun, mais préserver voilà, de la faute, quoi. Quoi d'autre qui est important? Ah voilà. Le mari n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit de sa femme, même si elle est sortie de la pièce. D'accord? Tandis qu'elle, elle a le droit, même en sa présence, de s'asseoir sur le lit de son mari. À part s'il a mangé dessus. Oui, non, ça c'est sûr. logique. C'est certain. Ça veut dire, s'il est pas là, qu'il est vide, tu as le droit de t'asseoir sur son lit devant lui. Mais lui, il n'a pas le droit de s'asseoir sur ton lit devant toi. D'accord? Après, un autre point qui est important, elle n'a pas le droit de se coucher sur le lit de son mari en sa présence. Évidemment. Ensuite, après, tout ce qu'on dit là, c'est des choses logiques quelque part. Hein. Mais bon. Par exemple, ils n'ont pas le droit de s'asseoir sur un banc, comment on dit mobile? C'est une balancelle, ça? Ça, les bancs là qui se... On ne peut pas s'asseoir sur une balancelle tous les deux, ou un banc qui bouge, ou tout truc qui n'est pas stable en fait. D'accord? Parce que... Ouais, des fois il y a des fauteuils. Alors ça dépend, parce qu'il y a des fauteuils. À l'époque, il y avait des fauteuils que quand tu t'assois, ça bouge. L'autre, il monte. Tu vois, ça fait comme un appel d'air comme ça. Ça bouge l'autre. L'autre, il va sentir que tu vas t'asseoir. Alors ça, on vaut mieux éviter. Mais si c'est un divan que vraiment, ça fait rien en fait. Ça bouge pas le divan, ça bouge pas l'autre coussin. C'est plus comme avant. Maintenant, les divans, ils sont complètement différents. Avant, c'était en cuir. Ça faisait un petit appel d'air comme ça, ouais. Alors, il n'y a aucun problème. Tant que le fauteuil ne bouge pas, quoi. Ensuite, par exemple, imaginez quand ils sont dans une barque, dans une voiture, etc. Tous ces trucs-là où on a besoin de se déplacer à deux. En fait, il faut faire... Ouais, il y a écrit une barque. À l'époque, ça... Attends, tu te rappelles pas, en France, on allait au canal de... Hein, il y avait des barques, tu te rappelles? On faisait des promenades. On l'a déjà fait, la Central Park, c'était hyper sympa. Voilà. Bien sûr. Oui, il y avait. Voilà, il faut tout faire pour ne pas se toucher. Parce que quelque part, ça, c'est pas stable. Hein? Tu pourrais faire la barre quand t'es leader. Alors, le truc, il est comme ça. C'est que, imagine qu'ils ont... Alors, la halakha est comme ça. Mari et femme n'ont pas le droit de sortir en période nida si ce n'est que pour seul but de passer un bon moment ensemble et de se retrouver, d'être en intimité quelque part sans être en intimité. Si c'est que ça l'objectif, on évite. Ah, ok. Ok? Maintenant, imagine qu'ils sont invités à une bar mitzvah ou invités à un événement. Ou... Voilà. Alors, ils ont le droit quand même d'aller, même s'ils sont nida, sinon c'est la fin c'est la fin du monde. D'accord? Donc, imagine, je sais pas, moi, une journée bat mitzvah sur comment dire, avec des barques, une activité de ça. Enfin, voilà, je sais pas, moi. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas? Alors, ils feront tout pour ne pas se toucher. Okay, ou ne pas faire en même temps ou ensemble. Mais tu vois? C'est mieux de pas faire des Ouais, c'est mieux de pas. Ouais. Oh, sinon, tu mets un gosse au milieu. Ouais, mais comme c'est pas stable, alors c'est un petit. Voilà. Tu sens le poids de l'autre. Voilà, c'est ça. Nous, notre poids, il est léger. En fait, ils disent si c'est pour le seul plaisir d'être ensemble, c'est pas permis. Mais si ça a une matara, un but autre que d'être ensemble, c'est-à-dire que par exemple, il y a une simcha. On va pas sortir comme ça, Stam. Bah en fait, on n'est pas sorti. Il vaut mieux éviter. Ouais. C'est pas ça. Alors après j'ai envie de te dire, est-ce que c'est valable aujourd'hui? Tu vois? Est-ce que j'ai envie de demander au Rabban et Chabad qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de, comment dire, de afraot, il y a tellement de choses qui nous dérangent pour être mari et femme, sans parler du téléphone, des séries, des copains, des copines, des enfants, Dieu bénisse, Baruch Hashem. Parfois, c'est dur de trouver un moment pour voilà. sortir. Alors, est-ce que si par exemple un couple il se dit voilà tous les dimanches matins c'est notre zman à nous, c'est notre moment à nous, est-ce que mamash en période de nida on n'aurait pas le droit parce que quelque part ça maintient l'équilibre du couple. C'est ça. Alors s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'oxygène. Est-ce que vraiment ça reste quand même valable? Ça aussi il faut demander. Non, par exemple, si c'est un resto, au lieu de se faire un resto super classe où tu mets des canons ou quoi, tu fais faire simple. un restaurant, voilà, là, de... Vite fait. Voilà, c'est un fast-food, tu dis. Ouais, un genre de fast-food. Juste histoire de passer un petit moment ensemble et de se parler un peu, quoi. Comme ça, on va se regarder dans les yeux. C'est ça, en tout cas, ça ne doit pas être sur le 31 comme en période de... L'épouse ne fera pas le lit arrangé en drap et couverture en présence de son époux. D'accord? Elle ne doit pas faire le lit devant lui. Elle le fera en son absence dans la pièce. Ou encore mieux, il le fait tout seul. Ah, voilà. J'étais sûre que tu allais dire. Mais elle peut arranger les oreillers et les traversins en sa présence. D'accord? Que les coussins, ça va.
Bon, voilà, en même temps, aujourd'hui, bon, au Hachem, c'est facile, c'est une couette, c'est pas très compliqué. Mais de ne pas le faire devant le mari. Ce qui est interdit à l'épouse de faire pour son mari, ce dernier ne pourra pas le faire non plus pour elle. C'est-à-dire, lui non plus, la parole de lui faire à elle, en sa présence à elle. L'épouse ne versera pas à son mari de l'eau chaude. Bon, à l'époque, c'était, vous savez, c'était des bassines d'eau et la femme, elle apportait l'eau chaude au mari pour se laver les pieds quand il rentrait à la maison. D'accord ? À l'époque, il voyageait des mois et des mois. Ouais, à l'époque. Ah, c'est vrai, tu te rends compte quelle vie on a, au Hachem. Quand tu te rends compte de l'évolution. C'est-à-dire, dis-toi, avant, il voyageait pour la Parnassa. Il voyageait des mois et des mois. Le mari, la femme, les enfants, ils ne voyaient pas le papa pendant des mois et des mois. Il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télégramme. Il n'y avait rien. Ils ne savaient pas ce qui se passait, en fait. Mais c'est ça. Mais tu te rends compte un peu ? Nous, au bout de 2 minutes, le WhatsApp, il n'y a pas le vie bleu, on est en crise. C'est incroyable. Et à l'époque, donc, ils ne voyageaient pas pour le loisir, mais pour la Parnassa. Et donc, la seule manière de se laver, c'est qu'ils n'avaient pas non plus des branchements d'eau courante qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, au Hachem, une salle de bain, des toilettes, enfin des sanitaires, quoi. Et ben, la coutume, c'était quoi ? C'était de faire chauffer de l'eau et de mettre de l'eau froide, de l'eau chaude, et voilà. Donc ça, elle ne pouvait pas le faire. Alors, Chazve Khalila, si par exemple le mari, il est malade, est-ce que, ou inversement, si Chazve Shalom, c'est la femme qui est malade, à tel point qu'ils ont besoin d'aide, ou l'un ou l'autre, d'accord, en période de Nida. Alors, si on peut, que Dieu préserve la Fechad, que s'il n'y a pas le choix, alors oui, ils peuvent s'aider l'un et l'autre. Ok, mais évidemment, on va toujours faire attention de ne pas toucher ou de toucher le minimum l'autre. D'accord ? Je ne sais pas, moi, Chazve Shalom, imaginez, le mari, il est médecin, la femme, elle a besoin de faire une bdicate d'âme, une prise de sang ou une prise de tension. Je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que, s'il n'y a personne qui peut venir maintenant, à l'instant T, et que sa femme a une nida, est-ce que lui, il a le droit de s'en occuper ? D'accord ? Alors, a priori, ça serait permis. On n'a pas des maris médecins, mais Hein ? on n'a pas des maris médecins, mais par exemple, genre on a du mal à marcher. Du mal à marcher. Alors, est-ce que vraiment c'est un cas de grave ? Tu vois ce que je veux dire ? Il faut peser vraiment le. Il faut faire appel à son bon sens. Il faut être au max du max. Ouais. Bah, par exemple, la question elle se pose, et tu fais bien de la demander, quand une femme, on le verra plus tard, mais quand une femme elle est en contraction. Ok ? Imagine, elle sort trop tard de la maison, je sais pas, des fois. Imagine, elle habite au 5e étage, il n'y a pas d'ascenseur là où ils habitent, à Yerushalayim, ou j'en sais rien. Et le travail a déjà commencé. Et elle ne peut pas descendre les escaliers. C'est un problème. Et elle est nida parce qu'elle a perdu le bouchon muqueux. Enfin, voilà. Donc, évidemment que la Torah va dire oui, dans ce cas-là, c'est dangereux de ne pas l'aider. Mais voilà. Si on peut éviter, quoi qu'il arrive, on évite au maximum. Chas v'shalom, qu'on n'arrive jamais à des situations à se poser cette question-là. Amen. Que Dieu préserve tout l'âme Israël. Alors, si par exemple, on va dire que la Torah elle est plus stricte quand c'est la femme qui est malade plutôt que quand c'est l'homme. Parce que quand l'homme il est malade, il est vraiment hors service, d'accord. mais quand c'est la femme qui est malade, la Torah elle est plus stricte, d'accord. Est-ce que vraiment il peut s'en occuper, etc. D'accord. Ah oui, un point qui est important, c'est un minag Israël, mais c'est pas forcément un chok. Une femme qui est nida, elle va pas dans un cimetière. Que Dieu préserve, qu'on n'ait jamais besoin d'y aller, elle rentre pas là-bas. Même une femme enceinte, dans la chassidoute, on dit qu'elle ne doit pas rentrer. Même une femme birchlal, une jeune fille birchlal, voilà, Bezrat Hashem, que jamais personne n'ait besoin. Mais c'est mieux d'éviter, voilà, surtout en nida. Voilà. Alors, maintenant, une femme qui est nida, est-ce qu'elle a le droit, par exemple, d'aller à la choule ? C'est une question. Ça pourrait être une question. Alors, il y a des femmes d'Israël qui ont pris le minag sur elles de ne pas y aller. D'accord ? Mais si ça lui fait de la peine à la femme de ne pas aller faire sa tefila, de ne pas écouter les chants, de ne pas être dans la choule, alors évidemment qu'elle pourrait y aller. Hein, la Torah n'est pas comme ça fermée. Et par contre, on lui demande une chose, c'est de faire attention que si elle est dans ces jours de saignement, on dit bien saignement, que quand ils font la Hakba de la Torah, qu'ils lèvent la Torah, de détourner le regard. Juste. Parce que comme elle est impure,
eh bien de ne pas quelque part impacter la Gdoucha du Sefer Torah. Je pensais qu'elle était impure pour son mari. Oui, mais quelque part, elle est aussi impure tout court. Tu vois, c'est une période où elle est... encore une fois, c'est pas de l'impureté négative, hein, c'est l'impureté... En réalité, l'impureté, elle découle de quoi, si on réfléchit bien? Elle découle du comment dire? Oui, non-fécondation, en fait. C'est la nida. Enfin, qu'est-ce qui l'a rendu impure? C'est le sang. Le sang de quoi qui aurait dû nourrir éventuellement. Donc voilà, c'est comme quelque part un deuil, quelque part un petit deuil, tu vois. Et donc c'est un concept plus spirituel, on va dire. Il ne faut pas le prendre mal ou se dire la femme elle est pas sale, elle est kadosh, au contraire. C'est juste une période, voilà, c'est tout. Après, c'est pas aussi que pendant les jours d'écoulement. Pendant les jours d'écoulement, c'est pas précisé. Je sais pas. Ouais. Parce que Nida, c'est vraiment depuis le début des règles jusqu'à. Ouais, je veux bien, merci. C'est le début des règles jusqu'à le milieu. De toute façon, si une femme elle peut éviter Bichlal, elle évite quoi. Il y a même. Ouais, bon, voilà. Il y a des gens qui viennent quand même et ils restent dehors. Ils restent dehors, c'est ce que j'allais te dire. Ça, c'est les femmes. Ça, c'est autorisé. Oui, ça peut rester dehors, c'est mieux. Tu vois, si vraiment c'est important pour elle et tout, évidemment, merci beaucoup. Pas le choix, quoi. C'est ça que je présente. Voilà. Ouais, c'est juste en fait de détourner le regard. Là, bas, ça dure 3 secondes. Et tout le reste, elle fait ragil comme d'habitude, quoi. C'est pas. Voilà. Et comme il a dit, ce n'est pas une interdiction, c'est juste un minag. C'est pas. La Torah lui dit pas que c'est un issour ce qu'elle fait si elle regarde la Torah, même si elle a enseignement. C'est pas un issour. C'est juste que c'est mieux de pas. C'est tout. Voilà. Ce minag Israël, c'est comme on dit les imaot, tu vois, c'est des anciennes femmes juives Israël. Ah oui, exactement. Et ce que tu dis, c'est pendant les périodes de saignement, pas de propreté. Alors à mon avis, je sais pas s'il parle aussi pour le cimetière. Il faudrait vérifier. En ce qui concerne les prières et les bénédictions, la femme les dira exactement ragil. Voilà. Ces mesures d'éloignement édictées par nos sages doivent être méticuleusement appliquées. Il faut songer au fait que même le yichoud, l'isolement du mari avec sa femme, lorsqu'elle est nida, n'a été permis que parce que c'est vraiment indispensable pour mener une vie normale. Dites-vous à l'époque, pourquoi il nous dit ça? Parce qu'à l'époque, il y avait des maisons de femmes et les maris restaient... je ne sais pas s'ils avaient un beth midrash ou... Je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais en gros, quand la femme a été nida, les femmes, elles vivaient entre elles dans une maison que pour femmes. Et les enfants, ils faisaient comment? Je sais pas, ils devaient être partout. Il devait y en avoir partout. Je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque. À mon avis, déjà, ça devait être des tentes, à l'époque des tentes. Non? Je sais pas. Est-ce que maintenant, genre les sages, ils ont autorisé à vivre? Ouais, je sais pas. Avant qu'il y ait des maisons en béton, je sais pas. Parce qu'en réalité, est-ce que les sages, ils ont permis au mari et à la femme de vivre ensemble dans une maison à partir du moment où il y a eu le décret qui a été fait qu'un mari n'épousera qu'une seule femme? Peut-être. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Mais ça, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'était à 1000 ans, à peu près. Ah bon? Ouais, à peu près. Ah non, au Maroc, c'était encore autorisé. Oui, les Sfaradim, il y en a beaucoup qui continuent cette tradition, mais c'est hyper... c'est rare, quoi. Ouais, c'est rare. Je sais qu'il y avait un homme, il a demandé au rabbi, il a écrit au rabbi, il lui a demandé est-ce que, justement, qu'est-ce que vous pensez que je puisse épouser une deuxième femme? Parce que les Sfarad, ils ont le droit encore. A priori, ok? C'est pas un décret chez eux. C'est surtout pour le monde ashkénaze et... Voilà. Non, mais vraiment, ils peuvent, c'est pas interdit pour eux. Mais bon, ça se fait de moins en moins, au Hachem, parce que l'état d'esprit n'est pas comme avant et que aujourd'hui on a des besoins nafchiques, ça y est, on revient à la Géoula, on a besoin de son zivoug et ça y est, c'est fini. Mais il y avait un monsieur qui avait demandé au rabbi, le rabbi il a demandé, déjà, ta femme, elle doit te donner un oui avec tout son lèvre, tout son cœur, vraiment. C'est-à-dire que vraiment, elle a le cœur, comment on dit, de son plein gré, qu'elle soit entière avec ça, qu'elle te dise un vrai oui, sincère. Et de deux, la condition, c'est que tu écrives un Sefer Torah pour le mérite de ta première femme. Ouais. Et seulement ces deux conditions, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment d'accord, vraiment d'un cœur entier, sans aucune rancune, Si, il y a des esprits comme ça à l'ancienne, tu vois. Il y a des esprits à l'ancienne comme ça. Je sais pas, non. Écoute, les Imaot, elles ont été capables de faire ça. De comprendre, par exemple, Sarah Imenou. Ouais, voilà. Bon, c'est Sarah Imenou. C'est Sarah Imenou, elle a fait. Elle a supporté. Non, elle a supporté. Elle a supporté l'influence que Agar. Oui.
Mais c'est elle qui a dit prends ma Bien servante. sûr, c'est elle qui a encouragé. Ouais. C'est elle qui a entré sa servante dans la maison et qui a dit tu vas avoir un enfant avec lui. Avec elle. C'est incroyable. Mais je pense que c'est des états d'esprit qu'on n'est pas capable de capter aujourd'hui. C'est très rare. En tout cas, si ça existe encore, c'est rare, quoi. Ouais. Voilà. En gros, est-ce que vous avez compris un peu les harachot? Ça va, c'est pas très compliqué en fait, c'est beaucoup de logique. Et en gros, tout ce qu'on peut pas faire pendant la période de Nidar, c'est des choses qu'on peut faire d'Afka pendant la période où on est autorisé l'un à l'autre. Et ensuite, on verra, si Dieu veut, tout ce qui est Sektara, Shevanekim, comment finalement on rentre dans le cycle, ça y est. Les saignements se sont arrêtés. Après, je peux vous dire, ça fait un peu partie du sujet, comment raccourcir les règles, par exemple, pour aider. Alors déjà, il y a une amie à moi qui m'a envoyé un lien récemment, parce qu'à ce qui paraît, ils ont fabriqué des gloulottes, des capsules naturelles, en Israël, je parle, pour les femmes, pour aider à comment dire, que les règles soient vite arrêtées, quoi. Je sais pas, c'est TV. Elle m'a dit c'est 100% naturel. Et même, ils te remboursent si t'es pas satisfaite. Ouais. Ouais. Tu testes et si t'es pas satisfaite, ils te remboursent tout et tu renvoies et il n'y a aucun problème, quoi. Bon, à tester, why not, pourquoi pas. Après, au niveau naturel, on va dire pratique aussi, il y a le citron. C'est-à-dire déjà presser un citron frais le matin. Au premier jour des règles. Dès le premier jour des règles, ou voire même la veille, pourquoi pas. Parce que le citron, ça va aider à les cavettes à expulser, on va dire. On voilà. avait dit d'Afka le deuxième jour des règles. Ouais. Le deuxième jour des règles, c'est important que le cycle il se libère. Ouais, Ouais. Au niveau physiologique, Bien sûr. et au niveau Non, Zahra, c'est logique. Le deuxième jour. Ouais, Alors, bah alors, moi, je peux oui, dire oui. une technique, Ouais. enfin, peut-être un peu dégueu, ou je sais pas, mais mettre les tampons, j'ai l'impression que ça perd. Ah ouais, vraiment. On m'a dit que c'était assaut. En tant que bâtisserelle, oui, avant le mariage. Oui, avant le mariage. En tant que jeune fille, jamais on doit donner ça à une jeune fille. Ça doit être que les serviettes hygiéniques. Et de deux, il y a un truc qui me stresse un peu, c'est je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais, que Dieu préserve. En fait, le coton, malheureusement aujourd'hui, que Dieu préserve. Non, c'est pas pour vous angoisser. On peut acheter des tampons bio maintenant. Bon, faut pas y penser non plus. Si on pense à tout, ça y est, on arrête. On arrête les déos, on arrête le parfum, on arrête de manger, on arrête de tout. Stam, en gros, comme il y a du pesticide dans les cotons qui sont cultivés dans la terre, ils ont mis du pesticide partout. C'est dangereux puisque ça se retrouve dans dans le corps de la femme, vraiment. Et donc, c'est pas bon, voilà. Après, il y a une autre technique qu'on avait dit, c'était aussi du sport. Why not? Du sport. Tu vas faire de la marche, ça évacue. Le corps, il se dépense, donc en fait, il est en mouvement et voilà, quoi, il éjecte. Ouais, ne serait-ce que même une marche rapide de 30 minutes, déjà, ça tonifie le corps, c'est bon pour la santé mentale, pour la santé physique, et ça permet au corps de vite se remettre. Voilà. Et aussi un autre truc, c'était naturel aussi, c'est des capsules de curcuma. Curcuma, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle, circulation sanguine, ça aide à tout ça, et à évacuer le flux aussi. Et attends, il y avait un autre truc, oui. Et un autre truc, c'est les plantes d'ortie fraîches. Alors ça, c'est dur d'en trouver en Israël, il y a beaucoup des orties sèches. Ça s'appelle sirpat, tu sais, on les prend pour accoucher aussi. Ouais, pour les contractions. Mais il y avait une adresse qu'on m'avait donnée, c'est en France et ils peuvent le livrer dans le monde. C'est de l'ortie fraîche en poudre et ça c'est anti-hémorragique, carrément. Il y a une femme qui était venue, qui m'avait témoigné, on avait fait une vidéo d'ailleurs ensemble sur YouTube, elle avait témoigné qu'elle était passée de 14 jours de saignement, c'est-à-dire elle avait vraiment un cycle hyper important, hémorragique carrément, à 9-8 jours de saignement. Ouais, alors que toute sa vie elle était en catastrophe, quoi. Elle n'a jamais su se régler, jamais su... Et cette plante-là, qui est naturelle, finalement, elle lui a enlevé cette sorte d'hémorragie qu'elle avait tous les mois, en fait. C'est incroyable. Après, j'ai envie de vous dire, si vraiment le corps il est complètement détraqué et qu'il n'a aucun CDR, quoi, c'est des choses qui peuvent arriver à cause des pilules hormonales, des stérilés et compagnie. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous met... tout ce qu'on nous dit de prendre, quoi. Il faut parfois mettre... des capsules, j'arrive plus à parler, des pilules
mais qui ne sont pas forcément hormonales, c'est-à-dire qui aident à... Vous savez ce qu'on donne aux calottes pro minute, c'est très très faible, et ça permet juste de repousser les règles. Comment dire, ça n'empêche pas de tomber enceinte, ça n'empêche pas de... C'est pas hormonal comme une pilule normale, juste, hein? Du Ferston. Peut-être, en français tu dis. Voilà, ça s'appelle Pro-Minute en Israël, et c'est ce qu'on donne aux calottes pour pas qu'elles aient Chopatinida. D'accord, on leur dit d'aller chez le gynéco qui leur prescrit ça. Voilà. Alors ça raccourcit. Non, ça permet de les décaler ou du moins de régler le corps. Voilà, s'il y a besoin un petit moment de 3-4 mois de remettre le corps, l'aider quoi. Après, j'ai envie de dire d'abord, il faut essayer tous les trucs naturels, oui, évidemment, sûr. Parce que quelque part, le corps, il nous écoute et si on est connecté à nous-mêmes, bah, le corps, il va suivre, tu vois. Donc, essayer tout ce qui est naturel et après, dans un deuxième temps, s'il y a besoin vraiment. Voilà quoi. Est-ce que vous avez des questions sur toutes les achakot? C'est bon, c'est assez simple. Ouais. Ok. Bon, bah alors il faut tenir bon. Parce que c'est le moment le plus dur. Et Bezrat Hashem, et du mérite de ça, on va recevoir ma chère Bezrat Hashem.